Il était une fois une journée particulièrement mémorable au sein d'un hôpital parisien pas tout à fait comme les autres. L'atmosphère y était à la fois électrique et teintée d'une légèreté presque théâtrale. Dans les couloirs, les pas résonnaient tandis que les conversations s'entremêlaient dans un joyeux désordre. C'est à ce moment précis que Sabri, arborant une assurance inébranlable et un sourire radieux, décida d'interpeller son entourage avec une fierté non dissimulée. L'homme aimait attirer l'attention, et ce jour-là, il possédait l'argument idéal pour briller en société. Il s'adressa à la cantonade, la voix forte et le geste théâtral, demandant si quelqu'un dans l'assistance voulait peut-être savoir l'heure. Sans même attendre que quiconque manifeste le moindre intérêt, il annonça qu'il allait la donner immédiatement grâce à sa toute nouvelle montre de marque Rolex à double trotteuse à injection de rétrograde liquide. C'était un modèle d'exception, une pièce rare qu'il ne manquait pas de valoriser en précisant qu'il s'agissait d'une montre qui valait dans les 79 000 francs, taxes comprises. Il approcha le cadran de ses yeux, plissa les paupières avec un sérieux papal, et affirma que là, si ses calculs étaient exacts et s'il ne s'avisait, il devait faire précisément 19h17. Alors qu'il se délectait encore de l'effet produit par son annonce luxueuse, une sonnerie des plus aiguës et surprenantes retentit soudain, brisant le silence du couloir. Le son semblait provenir directement de ses propres vêtements, ce qui plongea le jeune homme dans une confusion la plus totale. Il se mit à tapoter ses poches avec une frénésie comique, les yeux écarquillés par la surprise. Il répéta plusieurs fois des oui d'un ton incrédule, se demandant à haute voix si c'était bien à lui, comment une telle chose était possible, et affirmant avec force que oui, c'était bel et bien à lui. Il finit par extirper un objet minuscule de sa veste, le fixant comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. Il se demanda à lui-même ce que c'était que ça, haussant la voix en répétant quoi plusieurs fois d'affilée. Selon sa propre logique, cela ne pouvait absolument pas être un téléphone portable, car il possédait des poches bien trop petites pour dissimuler un appareil technologique standard. Pour que l'objet en question puisse se loger dans un tel espace, il faudrait vraiment que le téléphone soit tout petit. Or, en le tenant au creux de sa paume, il fut forcé de constater qu'il était vraiment tout petit, au point que cela en devenait presque impossible à croire. Et pourtant, l'appareil continuait de sonner joyeusement, confirmant qu'il s'agissait d'un vrai petit téléphone. Son collègue Jamel, qui observait la scène avec un mélange d'amusement et de scepticisme, ne put s'empêcher d'intervenir. Sabri, ravi d'avoir un témoin pour ce miracle de la miniaturisation, prit à témoin son ami en lui demandant s'il ne mentait pas et en affirmant que ce n'était pas faux. Il s'agissait du célèbre modèle Nokia 751918. Sabri porta finalement l'appareil microscopique à son oreille et décrocha avec enthousiasme, saluant son oncle à l'autre bout du fil. Il entama une conversation chaleureuse en disant « Bonjour tonton », mais l'aspect technique du gadget reprit vite le dessus. Tourné vers Jamel tout en gardant l'écouteur collé à la tempe, il énuméra les caractéristiques techniques de sa nouvelle merveille avec la précision d'un téléachat. Il expliqua fièrement que l'appareil faisait 95 grammes, qu'il disposait d'une autonomie exceptionnelle de 170 heures en veille, et que le service client ou le réseau était ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Se rendant compte qu'il délaissait son correspondant, il s'excusa rapidement auprès de son interlocuteur. La discussion familiale reprit son cours, et Sabri enchaîna les répliques en changeant de ton, passant de la surprise à la déception feinte. Il s'exclama négativement à l'adresse de son oncle, expliquant que non, il ne pourrait malheureusement pas venir dîner ce soir-là. Il répéta des non et des oui de manière saccadée, cherchant une excuse valable avant de déclarer qu'il avait le dîner d'anniversaire de Jamel. Après avoir acquiescé aux dernières paroles de son oncle, il conclut la communication en affirmant que lui aussi l'embrassait, puis il lui dit au revoir chaleureusement. À peine eut-il raccroché que le drame de la petitesse frappa à nouveau. Sabri regarda sa main vide et poussa un cri de détresse, s'exclamant que l'appareil avait disparu. Jamel, exaspéré par tant de maladresse, lui demanda où il l'avait mis. Sabri, paniqué, avoua qu'il n'en savait rien, insistant sur le fait que l'objet était vraiment trop petit pour être manipulé facilement. Jamel lui fit remarquer avec bon sens qu'il l'avait pourtant dans la main il y avait à peine 2 minutes de cela. Sabri balaya la remarque d'un grand geste en disant que ça allait, tout en continuant à fouiller ses vêtements, pour finalement pousser un soupir de soulagement en constatant qu'il était là, bien caché au fond d'une couture. Il répéta avec une fascination enfantine que l'appareil était décidément trop petit. Cependant,
Jamel n'avait pas oublié la teneur de la conversation téléphonique et décida de mettre les points sur les i. Il demanda à son ami pourquoi il avait raconté à son oncle qu'il venait dîner chez lui ce dimanche, alors que rien de tout cela n'avait été planifié. Sabri, loin d'être déstabilisé, tenta de calmer le jeu en affirmant qu'il ne fallait pas paniquer pour si peu. Pour lui, cette explication mensongère n'était rien de plus qu'une ruse habile. Il confessa ouvertement que c'était simplement parce qu'il n'avait aucune envie d'aller manger chez son oncle, une perspective qui l'ennuyait profondément. Il utilisa des termes imagés pour expliquer que cela le saoulait et qu'il préférait largement rester tranquillement au pieu, raison pour laquelle il avait inventé cette histoire de dîner. Poussant l'honnêteté dans le cynisme, il admit que même l'idée de venir chez Jamel le saoulait un peu, mais qu'il préférait encore cette option plutôt que de subir le repas familial. Il reconnut qu'il avait baratiné son parent, mais il compara cette attitude à une technique d'acteur, un véritable jeu de comédien digne des plus grands films. Selon lui, le mensonge avait été si bien ficelé que l'oncle l'avait cru sur parole, et que l'affaire était classée. Jamel, dont l'éducation morale se heurtait à cette désinvolture, insista sur le fait que Sabri avait bel et bien menti, soulignant avec sérieux que ce n'était pas bien du tout, que c'était un péché et que c'était haram. Il tenta d'éveiller la conscience de son ami en lui disant qu'il ne se rendait pas compte des conséquences de ses actes, le mettant en garde sur un ton tragicomique contre les tourments de l'enfer qui allaient lui piquer les yeux. Sabri, agacé par cette leçon de morale impromptue, lui demanda d'arrêter ses jérémiades. Il répliqua que Jamel était bien marrant, mais que dans la réalité, tout le monde mentait à un moment ou à un autre. Selon sa vision du monde, le mensonge était une nécessité absolue pour survivre en société, une béquille dont on ne pouvait pas se passer pour tenir le coup au quotidien. Cette affirmation fit bondir Jamel, qui proclama avec une fierté rigide que lui ne mentait jamais. Il affirma qu'il pouvait parfaitement passer ses journées sans proférer le moindre mensonge et qu'il n'y avait aucun problème avec cela, traitant même Sabri de fou pour avoir osé douter de sa probité. Sabri, flairant l'occasion idéale pour s'amuser et mettre son camarade au défi, releva immédiatement le gant. Il proposa alors de lancer un pari officiel pour voir si Jamel était réellement capable de tenir 24 heures sans mentir. Jamel, piqué au vif, accepta la proposition sans hésiter une seule seconde. Se posa alors la question de la mise. Après quelques instants de réflexion et quelques hésitations sonores, Sabri jeta son dévolu sur le fameux téléphone portable miniature. Jamel accepta les conditions du marché, mais il posa immédiatement ses propres règles en guise d'avertissement. Il prévint Sabri que si, au cours des prochaines 24 heures, le moindre mensonge sortait de sa bouche, c'est lui qui remporterait la fameuse montre Rolex d'une valeur inestimable. Les deux hommes scellèrent leur accord d'un commun accord, conscients que le compte à rebours venait de commencer et que désormais, chaque parole prononcée allait être scrutée à la loupe. Sabri lança un dernier avertissement en disant que tout comptait maintenant, et que son ami ferait bien de surveiller sa langue. Alors qu'ils savouraient le début de leur défi, les deux compères virent approcher au loin une silhouette familière qui ne manqua pas d'attirer leur attention. C'était Clara, qui traversait le couloir d'un pas lourd, vêtue d'un jean moulant à la coupe pour le moins original. Sabri, entrant immédiatement dans son rôle d'observateur de la vérité absolue, fit remarquer à Jamel le vêtement de la jeune femme. Il commenta la tenue avec un sérieux théâtral, affirmant qu'il était presque péché de s'habiller de la sorte aujourd'hui, que c'était haram, que ce n'était pas bien et que c'était formellement interdit par la plupart des grandes religions. Clara, entendant ces remarques et visiblement à bout de nerfs, s'approcha des deux hommes. Elle leur demanda si tout allait bien dans leur tête ou s'ils avaient perdu l'esprit. Sans leur laisser le temps de répondre, elle se mit à déverser son trop-plein d'émotions avec une sincérité désarmante. Elle expliqua d'une voix tremblante qu'elle venait tout juste de se faire larguer par Jean-Paul, l'homme avec qui elle avait planifié toute son existence. Elle commença à énumérer ses rêves brisés, évoquant ses projets de mariage, son envie d'avoir des enfants, les séances de courses rituelles au supermarché Suma le samedi après-midi, et même l'achat prévu d'une voiture familiale de modèle Renault Espace. Pour couronner le tout, elle ajouta que sa banque venait de la planter lamentablement, la plaçant en situation d'interdit bancaire, et tout cela pour une simple histoire d'achat de vêtements compulsifs. Réalisant soudain l'absurdité de sa confidence, elle s'interrompit pour dire qu'elle ne savait même pas pourquoi elle leur racontait tout cela, puisque de toute façon, tout le monde s'en foutait royalement. Jamel, touché par la détresse de sa collègue, tenta de faire preuve de compassion et d'empathie.
Il intervint pour la rassurer, affirmant que non, il ne se foutait pas de sa vie et que tout allait bien se passer. Il chercha le soutien de son ami en affirmant qu'un homme comme Jamel ne pouvait pas rester indifférent à ses malheurs. Cependant, Sabri, totalement prisonnier des règles strictes du pari qu'il venait de signer, se vit contraint de dire la vérité la plus brute et la plus cruelle. Il coupa la parole à Jamel et affirma haut et fort que si, en réalité, il s'en foutait complètement. Il poussa le bouchon encore plus loin en déclarant qu'il s'en retrouvait fou tellement il n'en avait rien à foutre de ces histoires de cœur et de banque. Il précisa qu'ils étaient plusieurs dans ce cas, que tout le monde partageait cet avis et que l'indifférence était générale. Clara, abasourdie par tant de franchise glaciale, le remercia ironiquement. Sabri, imperturbable, décida de poursuivre sur sa lancée de vérité absolue et lui posa une question cruciale. Il voulut savoir si, au moment précis où Jean-Paul avait pris la décision de la quitter, elle portait ce fameux jean. La jeune femme, déstabilisée, répondit par l'affirmative tout en demandant pourquoi il lui posait cette question. Jamel, sentant le malaise grandir, tenta de rattraper la situation en bégayant des négations et en essayant de faire taire son ami. Il demanda ce qu'avait ce vêtement, cherchant à adoucir les angles. Clara, suspicieuse, insista pour savoir si le pantalon lui allait mal. Jamel affirma avec force que si, au contraire, ce jean lui allait magnifiquement bien, et il prit Sabri à témoin pour confirmer ses dires. Mais Sabri, inflexible et terrifié à l'idée de perdre sa montre, lâcha le couperet sans aucun filtre. Il déclara haut et fort que le jean était tout simplement pourri et qu'il lui faisait un cul plat. Devant les regards choqués, il maintint sa position en affirmant que c'était la vérité absolue, qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter, et que cette coupe lui faisait un cul de chinoise. Blessée au plus haut point et humiliée, Clara pointa le doigt vers la sortie et ordonna à Sabri de sortir immédiatement de la pièce. Sabri, tout en reculant vers la porte sous la pression de la colère de Clara, se tourna vers Jamel pour se justifier. Il fit remarquer que c'était le jeu qui exigeait cela et que la jeune femme lui demandait implicitement de dire la vérité. Il affirma avec fierté que lui s'en battaient les couilles, qu'il tenait son engagement et qu'il était bien décidé à remporter le téléphone portable à la fin de la journée. Jamel, furieux de voir son ami ainsi maltraité, continua de chasser Sabri de la pièce à grands coups de cris. Sabri lança une dernière recommandation en demandant qu'on ne parle pas trop près de son futur téléphone portable et qu'on ne regarde pas sa montre de trop près, de peur que l'intensité des regards n'use prématurément les aiguilles délicates. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, la vie suivait son cours avec son lot de patients impatients et de quiproquos médicaux. Un homme d'un certain âge, passablement irrité par l'attente prolongée, interpella l'infirmière Aimée qui passait par là. Le patient demanda d'un ton sec s'il pensait qu'il y en avait encore pour longtemps avant qu'un médecin ne s'occupe de son cas. Aimée, fatiguée par sa garde et n'ayant plus l'énergie de mentir pour ménager les susceptibilités, répondit par l'affirmative. Le malade lui fit alors remarquer avec une pointe d'agressivité qu'il y avait une demi-heure de cela, le personnel lui avait assuré qu'il n'en avait plus que pour 5 petites minutes. Aimée, avec une honnêteté désarmante, admit simplement qu'il y avait une demi-heure, il lui avait menti. C'est à ce moment que surgit un homme imposant et exubérant, qui semblait chercher quelqu'un dans les couloirs. Il s'agissait du frère du professeur Strauss, un personnage haut en couleur qui ne passait jamais inaperçu. Il demanda à haute voix où se cachait ce grand con, répétant l'insulte affectueuse plusieurs fois pour être sûr d'être entendu. Aimée, un peu désorientée par cette entrée fracassante, s'approcha de lui et lui demanda s'il possédait un prénom pour faciliter les recherches. L'homme déclara se nommer Lalina Maximilien Strauss. Aimée comprit immédiatement qu'il s'agissait du célèbre professeur Strauss et demanda à l'inconnu de ne pas bouger pendant qu'il allait l'appeler. Aimée utilisa alors le système d'interphonie de l'hôpital pour lancer un appel général. Il poussa des cris théâtraux à la manière d'un crieur public médiéval, répétant des oyers plusieurs fois de suite. Il annonça solennellement que le professeur Strauss était chaleureusement invité à se rendre à la réception. Changeant soudain de registre pour adopter un ton beaucoup plus familier et amical, il lança au micro de ramener sa fraise à celui qu'il surnommait affectueusement Maxou. Le professeur Strauss ne tarda pas à apparaître, le visage marqué par la fatigue et les soucis. Il salua Cyril, mais son attention fut immédiatement captée par l'état physique déplorable de son propre frère. Il fit remarquer à Maxou qu'il arborait une mine véritablement épouvantable,
lui demandant avec humour s'il avait tué le cochon pour être dans un état pareil. Maxou, ignorant la remarque sur sa santé, se tourna vers Aimé pour lui présenter son parent, affirmant avec une fierté fraternelle que c'était son grand frère et qu'il était tout simplement génial. Strauss, quant à lui, détaillait la silhouette de son frère avec une grimace de dégoût. Il s'exclama devant l'embonpoint de son cadet, lui demandant s'il était enceinte ou quoi, et s'enquérant ironiquement de la date prévue pour l'accouchement. Passées les salutations d'usage, Strauss demanda plus sérieusement à son frère ce qu'il faisait ici, dans son établissement hospitalier. Maxou expliqua qu'il venait pour son petit mandat, mais constatant que l'argent n'était pas encore arrivé, il demanda à son frère s'il cherchait à l'affamer. Il avoua que sur le plan financier, il se trouvait actuellement un peu juste. Il expliqua sa faillite personnelle par le fait qu'il avait perdu absolument tous ses procès contre ses anciens patients, ce qui l'obligeait à venir s'installer ici, chez son frère. Strauss, loin d'être découragé par cette nouvelle, se tourna vers Jamel qui gérait les admissions à l'accueil. Il affirma que la situation ne briquait aucun problème et qu'il y avait certainement plein de disponibilité dans l'établissement. Il demanda à M. Jamel de vérifier quelle chambre était actuellement libre pour accueillir son frère. Jamel consulta ses registres et proposa la chambre numéro 69, demandant si cela conviendrait au nouvel arrivant. Sans attendre de réponse, il proposa de valider la réservation et lança un joyeux ramasson pour clore l'affaire. Strauss réitéra son affection pour son frère, affirmant qu'il était génial et qu'ils partageaient une superbe complicité. Cependant, l'illusion de l'harmonie fraternelle fut de courte durée. Dès que Maxou eut le dos tourné, Strauss ne put s'empêcher de chuchoter à Aimé que son frère venait en réalité accompagné d'un con, illustrant ainsi de manière ironique leur soi-disant superbe complicité. Quelques minutes plus tard, Aimé apporta le dossier médical complet au professeur Strauss. En tendant les papiers, l'infirmier fit remarquer au médecin qu'il semblait y avoir un problème visible sur son visage. Strauss tenta de minimiser la chose, affirmant que ce n'était rien du tout et que la situation était sous contrôle. Il expliqua que les choses se passaient toujours ainsi lorsque son frère était dans les parages, provoquant chez lui quelques petites rougeurs sans gravité. Aimé, examinant la peau du professeur d'un peu plus près, apporta une précision médicale des plus ragoûtantes, soulignant qu'il s'agissait de petites rougeurs remplies de pus blanc. Changeant de sujet, Aimé demanda si le frère était satisfait de sa chambre. Strauss répondit par l'affirmative, répétant une fois de plus que son frère était un être génial. Aimé, curieux, demanda alors ce que cet homme faisait au juste comme métier dans la vie. Strauss admit qu'il ne faisait strictement rien. L'infirmier, perplexe, voulut savoir comment il parvenait à vivre sans travailler. Le professeur confessa qu'il lui versait une pension financière chaque mois, précisant que c'était une vieille idée de leur papa et de leur maman. Il conclut en répétant que son frère était génial. Aimé, flatteur, lui répondit que le frère n'était pas plus génial que le professeur lui-même, affirmant que Strauss était quelqu'un de super également. Strauss, feignant la modestie, demanda à Aimé d'arrêter ses compliments. Il se lança alors dans une longue tirade à la gloire de son frère, expliquant que ce dernier avait été l'un des chefs scouts les plus cotés et les plus respectés de toute la région de la Seine-Saint-Cloud. Selon lui, Cyril était un véritable leader né. Aimé fit remarquer que Strauss avait lui aussi des qualités, mais le professeur l'interrompit pour rappeler qu'il avait fait partie de la meute dirigée par son frère. Il évoqua cette époque avec une pointe de nostalgie sombre, mentionnant un jour maudit qui s'était déroulé un jeudi. Ce jour-là, la troupe construisait une petite cabane avec des rondins de bois. Strauss demanda à Aimé s'il connaissait les rondins, ce à quoi l'infirmier répondit que non pas personnellement, mais qu'il voyait tout à fait de quoi il s'agissait. Le professeur raconta qu'il tenait un énorme rondin entre ses mains lorsque l'objet lui avait échappé des doigts. Le morceau de bois était tombé lourdement sur la jambe de Cyril, brisant l'os net dans un bruit effroyable. Devant les exclamations de douleur d'Aimé, Strauss expliqua qu'il avait tenté de réduire la fracture lui-même sur le terrain, mais qu'il avait lamentablement échoué, ce qui lui avait valu d'être définitivement exclu de la meute des scouts. Il conclut son histoire en expliquant que c'était précisément à cause de cet échec dramatique qu'il avait décidé de devenir chirurgien. Aimé, y voyant une révélation psychologique majeure, affirma que tout s'expliquait enfin, et il invita le professeur à passer à la suite de sa journée.